De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est De quoi je me mêle, nous sommes bien le 23 juin 2017. Bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve. Nous voilà partis donc pour votre rendez-vous dédié à la high-tech chaque vendredi pour bien commencer le week-end, à la fois sur rmc.fr la version audio, pour tous ceux qui sont fans du podcast audio, et puis la version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com et sur YouTube aussi. En tout cas, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, soyez les bienvenus. Au menu de ce De quoi je me mêle, tout à l'heure, Victor Jakimovic viendra avec sa sélection de produits high-tech pour l'été. On va parler entre autres de la nouvelle enceinte Bose qui est assez révolutionnaire puisque c'est la première enceinte Bose qui a un son à 360 degrés et le résultat est assez impressionnant. Vous verrez ça tout à l'heure donc avec Victor dans De quoi je me mêle. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle bien sûr. Vous êtes nombreux à cliquer sur j'aime, à nous rejoindre. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, c'est parti. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et le club de la presse IT cette semaine, c'est avec Jean-Sébastien Zanqui. Jean-Sébastien, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Avec un événement cette semaine, c'est la sortie d'un bouquin. Alors malheureusement pas encore en français. Non, qu'en anglais. Mais souhaitons qu'un éditeur s'empare de ce, je pense, parce qu'en général tout ce qui touche à Apple est toujours assez prisé, même en France et surtout en France. Donc espérons que ce bouquin soit bientôt traduit. C'est un bouquin de Brian Merchant qui est sorti il y a quelques jours à peine. C'est ça, le 20 juin dernier. Le 20 juin dernier, qui s'appelle The One Device et qui, à l'occasion des 10 ans de l'iPhone, revient sur la genèse du smartphone qui a tout changé. Clairement, c'est le smartphone qui a changé pas seulement Apple, mais aussi tout un marché, qui a donné le ton sur les smartphones. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de petites anecdotes croustillantes concernant la création en fait, de ce smartphone, avec bien sûr en tête de pont, évidemment, Steve Jobs. C'est ça, Brian Merchant a vraiment enquêté, il a réussi à faire des interviews de certains protagonistes de la création de l'iPhone à l'époque. Et c'est vraiment intéressant, on voit comment Apple a eu un petit peu du mal à aller sur ce créneau, comment Steve Jobs s'est laissé convaincre, comment ils ont pu aussi parfois saboter certaines démos, et puis comment finalement l'iPhone est sorti après 2 ans et demi, 3 ans de boulot. Donc en fait, ça a commencé quand tout ça? En fait, la genèse, le projet de l'iPhone est arrivé quand? En fait, l'histoire dans le livre commence en gros en 2003, c'est-à-dire en 2003, je ne sais pas si certains s'en souviennent, Apple donc ne fait que des iPods, mais a déjà envie d'aller un petit peu vers le marché du smartphone. Ils essayent, enfin de la téléphonie en tout cas, puisque le smartphone n'existait pas. Ils essayent de racheter Motorola, mais malheureusement, Apple à l'époque n'est pas l'entreprise aussi florissante que ce qu'elle est aujourd'hui. Motorola était même plus gros qu'Apple à l'époque. Bien sûr, et en fait, ils n'arrivent pas à le racheter. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un partenariat avec Motorola et sort ce téléphone, le Rocker. Je ne sais pas si certains s'en souviennent, qui était donc un téléphone classique façon, on va dire, Nokia 3310. Je crois qu'il n'était même pas sorti en France, ce téléphone. Il n'était pas sorti en France, non, tout à fait. C'était réservé aux États-Unis. Mais donc c'était un bon vieux téléphone avec le clavier, clairement, le truc de base, bien comme exactement. Il faut, mais il était compatible avec iTunes. Oui, parce que rappelons qu'à l'époque, iTunes, tous les titres qui étaient sur iTunes avaient des DRM. Oui, tout à fait. On ne pouvait pas les lire sans DRM et le téléphone intégrait ce décodeur de DRM et on pouvait donc charger son téléphone Rocker sur iTunes avec ses chansons qu'on avait achetées sur iTunes. Exactement. Et alors Steve Jobs avait plus ou moins présenté ça comme une révolution. C'est une révolution. Voilà. Ça a été une petite révolution là. Mais en fait, quand on se souvient de la keynote de l'époque, il n'y a pas grand-chose qui marchait dans sa démo. C'était un petit peu bizarre. L'interface n'était pas terrible. Et puis quelques minutes après, Steve Jobs sort comme par hasard l'iPod Nano de sa poche. Et là, c'est formidable. Tout fonctionne très bien. Le design est sublime. Voilà. Donc à l'époque, on avait trouvé ça. Est-ce qu'il savonnait un petit peu la planche déjà de ce téléphone? En fait, il avait complètement saboté la démo. C'est ce que nous apprend dans le livre Tony Fadell. Tony Fadell, c'est quand même le père de l'iPod. C'est lui qui a conçu le baladeur. Voilà, qui ne fait plus partie d'Apple d'ailleurs. Non, c'est ça, exactement. Qui est chez Nest, je crois. Qui a fondé Nest depuis, tout à fait. Et je crois qu'il n'est même plus chez
Nest. Je crois qu'il est d'ailleurs parti de chez Nest. Alors, aussi. Nest a été racheté par Google, Voilà, donc du c'est coup, ça. il Voilà. ne fait plus partie de la société, exactement. Ah oui, ça bouge beaucoup dans la Silicon Ouais, Valley. ça va très vite en général. Ouais. Et Tony Fadell, lui, il raconte dans le bouquin, sa phrase, c'est « Tout était fait pour s'assurer que ce serait une expérience de merde ». Excusez-moi, voilà. Mais c'est exactement ce qu'il dit. Donc voilà, ils ont complètement... C'est là le paradoxe, c'est que Apple lance un partenariat avec Motorola, mais qui est mort-né finalement. Oui, c'est ça, complètement. c'est-à-dire qu'ils font ça, mais ils y croient pas trop. Pas du tout, c'était histoire de dire on est Mais est-ce sur que déjà la ils téléphonie. préparaient pas l'après? Alors voilà, en fait, il commençait à préparer l'après, et notamment ce Tony Fadell avait vu venir un petit peu la tendance qui voulait que les gens allaient commencer à écouter de plus en plus de musique sur leur téléphone et de moins en moins sur les iPods. Donc les parts de marché de l'iPod allaient forcément baisser, donc il fallait trouver un nouveau relais de croissance. Lui, ce qu'il voulait faire, c'est équiper l'iPod d'une puce Wi-Fi et après, si possible, une puce réseau pour pouvoir passer des coups de fil avec son iPod. Donc on aurait eu une sorte d'iPod avec la molette, plus une molette qui permettait de composer son numéro. Et, Un truc improbable. un truc complètement improbable. Et c'est marrant parce que c'est un petit peu ce qu'avait montré Steve Jobs lors de la présentation de l'iPhone, du premier iPhone, cette espèce d'iPod avec un cadran, mais vous savez, analogique, avec ce cadran qu'on tourne comme les anciens téléphones. Ouais, un truc délicieusement vintage, on va dire. Exactement, mais sauf qu'en fait, ce truc-là a plus ou moins existé chez Apple, et c'était Dingue. quelque chose qui était poussé par le créateur de l'iPod. Mais face à ça, il y avait une autre équipe qui était montée par Steve Forstall, qui était quelqu'un qui avait beaucoup aussi d'influence, qui était responsable des logiciels chez Apple, qui lui voyait quand même plutôt quelque chose qui se rapprochait beaucoup plus de l'iPhone tel qu'on le connaît actuellement, et qui était basé sur des travaux d'Apple, sur une sorte de tablette multitouch, qui en fait était l'ancêtre de l'iPad finalement. Apple avait ça dans ses cartons, mais ne savait Bien avant l'iPhone. bien avant l'iPhone. D'accord. Et il ne savait pas trop quoi en faire. Mhm. Et en fait, Steve Forstall lui disait non, mais il faut qu'on arrive à utiliser ce système-là. C'est Et, Scott, je crois, non comment Scott Forstall. Ah oui, pardon, Scott Forstall, Ouais. excusez-moi. Parce qu'on Ouais, ouais. Scott, Oui, il y a oui, Steve Jobs entre, d'un côté, Scott, c'est ça. etc. C'est ça. Scott Forstall voulait faire miniaturiser en fait ce concept de tablette. Et Jobs, lui, il n'était pas forcément ni ravi par l'un ou par l'autre, et il a fini par se laisser convaincre par ce deuxième projet, donc, et tout a été mis sur ce second projet qui avait été nommé le Project Q79. Donc à partir de là, les ingénieurs ont commencé à bosser vraiment très dur là-dessus. Ce projet s'est transformé en projet Purple. On nous raconte pourquoi c'est le projet Purple, parce qu'il y avait un des ingénieurs du projet qui avait un kangourou violet sur son bureau, donc ils ont appelé ça projet Purple. Enfin voilà, c'est marrant, il y a plein de petites anecdotes comme ça dans ce bouquin. Et puis c'est marrant parce qu'on voit aussi comment certains grands pontes de la société n'y croyaient pas vraiment. Phil Schiller, on connaît tous Phil Schiller, qui est quand même le vice-président marketing d'Apple depuis des années. Voilà, qui a un poids Et phénoménal dans la lui, société à l'époque, aujourd'hui. il voulait pas de clavier tactile, c'est-à-dire il voulait un ouais. clavier physique, comme les BlackBerry en fait, et il n'y croyait absolument pas. Bon, finalement, on voit qu'il a eu vraiment On se rend tort compte de que faire ça. toutes ces personnes qui sont visionnaires ont eu des bugs, hein, finalement. Mais complètement, Alors complètement. qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas imaginer un smartphone sans un écran tactile. Mais vraiment, voilà, C'est ça qui est ils dingue. ont eu des bugs, ils ont eu des doutes. Ouais. Et puis, c'est là aussi qu'on voit que le côté de Jobs qui, une fois Oui, que les choix qui étaient trace faits, la route. tracer la route. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le projet était complètement secret et qu'il a voulu vraiment que les ingénieurs soient à fond là-dessus. Et certains ingénieurs, dans le livre, témoignent que l'iPhone, ils doivent leur divorce à l'iPhone, en fait. Parce qu'ils ne pouvaient même pas parler à leur époux ou leur épouse de ce qu'ils faisaient au travail. Et donc, il n'y avait plus de communication dans le couple. Ils ont dû divorcer. Enfin, il y avait eu des choses quand même terribles. Et aussi la manière dont ils allaient recruter les ingénieurs en interne. C'est-à-dire qu'il y avait forcément des ingénieurs brillants chez Apple qui bossaient sur d'autres projets. Mais ce projet était secret, même en interne. Donc, c'était une équipe qui était vraiment paranoïaque. Oui. Et les gars, les responsables de l'équipe débarquaient dans les services, disaient toi, on a besoin de toi, on va bosser sur un projet formidable, on peut pas te dire ce que c'est, mais tu viens et tu nous suis tout de suite. D'accord. Et Et donc, lui développer quelque chose, une brique de cet iPhone, sans savoir que
Il travaillait sur un iPhone. C'est ça, C'est un truc de dingue. et abandonner le projet sur lequel il était. Donc C'est il ça. laissait en plan Ouais. des équipes qui bossaient sur autre chose Incroyable. dans la société. Donc voilà, ce bouquin est vraiment passionnant. Il y a des tonnes d'anecdotes comme ça, de choses qui étaient plus ou moins confidentielles et inconnues jusqu'à présent. Et donc c'est vraiment un très beau boulot et c'est sorti cette semaine et vraiment je vous le conseille parce que c'est... Alors il faut être anglophone, hein, bien sûr. Alors voilà, parce que faut là, être pour anglophone. l'instant, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on espère que ce bouquin sera vite traduit. Et puis vous avez pu voir, si vous êtes avec nous en vidéo, des images de la keynote Oui. qui date de 2007. 2007, c'est ça. Steve Jobs était en magnifique forme et voilà, c'était vraiment un show incroyable. Il faisait monter la pression. On voit que dans le public, tout le monde était hypnotisé par Steve Jobs, qui annonce donc pour la première fois ce téléphone. C'est un grand moment Oui. que vous pouvez, alors peut-être pas revoir dans son intégralité, mais parcourir comme ça. On peut la voir très facilement sur YouTube ou même sur iTunes, hein, dans la rubrique podcast. Oui, tout à Elle fait. est toujours Elle est là, toujours. cette keynote, et c'est vraiment un grand moment de technologie. Ah en oui, fait. clairement, clair. c'est très bien scénarisé, très bien présenté, c'est une belle keynote à voir. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Ça donne envie de parcourir ce bouquin en tout cas. Ce de quoi je me mêle se poursuit, bien sûr, tout de suite. Victor Jakimovic, notre Steve Jobs de l'enceinte, hein, quand même on peut le dire. C'est lui. Voilà, c'est lui. C'est clairement lui. Il va nous présenter, entre autres, parmi tous ses coups de cœur de ce vendredi, eh bien, la nouvelle enceinte de Bose. Vous allez voir, elle est assez étonnante. Elle a un son 360. Elle n'est pas donnée, mais elle est pas mal. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.